Bienvenue dans la rediffusion de ce webinaire du 4 février 2022 de la communauté des talents pédagogiques. Je suis Julien Maurice, donc animateur de la communauté, et nous abordons ici avec Frédéric Rossin et également Florian Magnani la question de l'usage d'un jeu sérieux dans le cadre d'un cours sur la supply chain. Ce webinaire était co-animé avec Camille Pedarios, qui est ingénieure pédagogique à l'ENSAM. C'est pourquoi je ne vais pas forcément vous en dire plus, car elle présente les intervenants et la thématique mieux que moi. Avant toutefois de démarrer la rediffusion, je précise que vous pouvez rejoindre la communauté des talents pédagogiques sur son serveur Discord pour échanger avant et après les webinaires. Et également vous abonner à la newsletter. Tous les liens sont en description. Vous pouvez également vous créer un compte sur le site de la cartographie des talents pédagogiques, qui est un projet annexe à la communauté des talents, sur lequel vous pourrez trouver de nombreuses ressources liées à la pédagogie. Allez, sur ce, je laisse la parole à Camille et je vous souhaite un excellent visionnage. Et puis voilà, je vais pouvoir laisser la parole à Camille pour justement présenter un petit peu ce webinaire. Merci Julien. Donc, nos intervenants aujourd'hui sont Frédéric Rossin, qui est professeur en gestion industrielle à l'École des Arts et Métiers sur le campus d'Aix, et Florian Magnani, qui enseigne la même discipline, mais à l'École centrale à Marseille. Donc, tous les deux interviennent auprès du public de deuxième année d'école d'ingénieurs aux arts, notamment au travers du Serious Game qui va nous être présenté, qui s'appelle Innovalogue, sur un module qui compte à peu près 24 heures de cours. Donc, ils vont nous présenter d'une part les compétences visées par ce jeu, les méthodes pédagogiques utilisées, qui entrent dans le fonctionnement de ce jeu, qui sont à la fois de l'apprentissage par projet, mais aussi du learning by doing et de la résolution de problèmes. Ils nous présenteront évidemment les étapes du jeu et les retours d'expérience du côté des étudiants et des formateurs. Frédéric va nous présenter tout ça et Florian est également là puisqu'il utilise le jeu dans le cadre de ses cours à Centrale Marseille, mais dans des cas d'usage un petit peu différents. Donc, ce sera intéressant d'avoir différents cas d'usage présentés ce matin. Voilà, je laisse la parole à Frédéric. Je vais arrêter le partage et puis Frédéric, tu peux partager ton écran. Voilà. Bon webinaire à tous, oui. Et puis à tout à l'heure pour les questions-réponses. Je partage de suite mon écran. Bonjour à tous et merci pour l'organisation de ce séminaire. On va vous présenter ce Serious Game Innovalogue qui permet donc de simuler le fonctionnement d'une supply chain et puis d'avoir plein de configurations différentes qu'on peut tester avec les étudiants, mais aussi pour d'autres. Ça peut être utilisé dans un travail de recherche annexe aussi. Si ça fait sens, on pourra en parler si ça intéresse certains d'entre vous. Alors peut-être dans un premier temps, pourquoi avoir développé un Serious Game et pourquoi appréhender ces cours sous cette forme-là? Alors, je vous ai mis ici les débouchés à la sortie des arts sur les 3 dernières promos. Vous voyez qu'il y a beaucoup de nos étudiants qui se positionnent sur tout ce qui est production, approvisionnement, achat, logistique. Une grosse partie de tout ce qui est études, conseils, expertise touche au déploiement de systèmes d'information dans le but de piloter un système de production ou une supply chain. Alors, je ne rentre pas dans les détails, mais tout ça pour dire en fait que c'est des mots qu'ils découvrent en rentrant aux arts et métiers. C'est des offres d'emploi qu'ils ne comprennent pas. C'est des métiers sur lesquels ils ne savent pas qu'ils peuvent se positionner. Et pourtant, c'est presque la majeure partie, une grosse partie des débouchés qui s'offrent à eux. Donc, ça a été un premier constat, c'est que nos étudiants ne savent pas de quoi on parle quand ils rentrent à l'école. Donc, il faut donner du sens à tout ça. Deuxième chose, en discutant avec certains de nos anciens élèves qui sont en poste, en travaillant sur des projets par la suite, on se rend compte, moi j'ai eu un grand sentiment d'échec parfois en me disant, mais mince, on en a parlé ensemble, il y a des concepts qui visiblement n'étaient pas passés. Pourtant, on y avait passé un bout de temps, c'était des bons élèves, ils étaient bien câblés, donc le problème ne venait pas d'eux, il venait clairement de nous. Et puis, troisième point aussi, c'est on est amené à discuter et à proposer des formations dans un cadre plus professionnel avec des industriels. Et entre autres, ils nous ont demandé de développer des mises en situation qui permettent en fait de donner du sens
et pouvoir aussi échanger entre acteurs. Voilà, donc c'est venu là-dessus. Et les modes de formation traditionnels ne marchaient pas. En tout cas, trouvaient leurs limites. Alors, bien sûr, comme toutes les écoles, je pense qu'on est rentré dans ces approches par compétences. Alors, nous, on a réfléchi beaucoup sur les macro-compétences associées à tout ce qui est organisation et gestion industrielle. Je vous le fais très vite. Vous avez ici sur le bas modélisé de manière très simpliste une supply chain avec à droite le client final. En amont, vous auriez tout un réseau de distribution avec des plateformes logistiques, des plateformes d'éclatement qui permettent d'amener le produit jusqu'au client final. Au centre, l'usine ou les usines qui fabriquent en tout cas l'usine qui fabrique le produit final. Et puis en amont, d'autres plateformes logistiques qui, elles, vont chercher à regrouper tous les composants, matières premières qui permettent de fabriquer ce produit fini au sein de l'usine. Voilà, donc il y a tout un réseau en aval et en amont. Et le but ici, c'est d'apprendre à piloter en fait l'ensemble de cette supply chain, sachant que c'est multi-acteurs. Alors, parmi les compétences, il y a une première compétence les deux premières compétences ici, c'est très axé autour du toyotisme. Pour ceux qui ne sont pas dans nos cours d'histoire, on a parlé du Fordisme et du toyotisme. Et dans le toyotisme, entre autres, il y a piloter les flux et les logiques d'amélioration continue. Lorsqu'on est sur des industries de process, il y a être en mesure de maintenir l'outil de production. Il faut que les machines elles aient un taux de disponibilité qui soit maximal. Comment organiser ça? Avant ça, il y a configurer, on imagine l'usine n'existe pas, il faut la dessiner, concevoir le layout, tout implanter, dimensionner, que ce soit les ressources matérielles, humaines. Et puis, bien sûr, ça fait appel à des compétences de gestion de projet. Une fois que l'usine est en place, que les flux sont prêts à tourner, que toutes les équipes sont prêtes, il y a certaines décisions qu'on est amené à anticiper, donc on est amené à planifier. Voilà, donc il y a tout un tas de sous-compétences associées à ça. Et puis ensuite, ça c'est au sein d'une entreprise. Alors ensuite, il faut arriver à harmoniser ça à l'échelle de la supply chain. Il faut que les entreprises communiquent entre elles pour arriver à produire un produit qui sera bon, livré en temps et en heure au client final. Voilà, globalement, c'est ces enjeux-là qu'on adresse. Et donc, le jeu Innovalogue a pour but ici de décloisonner en fait toutes les compétences qu'on aborde dans plein de cours différents pour essayer de donner du sens à toutes ces interventions et qui voient en fait le fil conducteur et le lien entre tout ça. Alors, bien sûr, quand on présente ça aux étudiants, ils sont très polis, ils nous disent oui, oui, mais on sait très bien qu'ils ne comprennent pas du tout ce qu'on leur raconte. Donc, forcément, on essaie de leur expliquer comment la logique qui nous a amené à structurer les cours de telle ou telle manière. Mais bon, il y a 10% en fait, du message qui passe. Alors, du coup, on a créé cette mise en situation. On va vous présenter rapidement en fait, le contexte. On imagine ici une entreprise qui a été créée pour produire le type de véhicule que vous voyez en haut à gauche. C'est-à-dire, c'est censé être des véhicules électriques sur une base de quad. Donc, il y a une holding qui pilote, qui est à la tête de tout ça, avec une entité qu'on avait appelée Agiline, qui a pour rôle de fabriquer et de produire ces véhicules en les assemblant, en achetant des composants auprès de fournisseurs et d'équipementiers qui sont en amont et qui voient tous les flux d'approvisionnement converger vers une plateforme logistique qu'on appelle Agilog. Voilà. Alors, bien sûr, on ne peut pas s'amuser. Ce qui caractérise ce type de produit, c'est que c'est des produits avec une relative valeur ajoutée assez forte, en fait, et une customisation, une diversité produite assez importante. Mais évidemment, on ne peut pas s'amuser à jouer ça dans des ateliers en grandeur réelle. C'est assez délicat. On arrive à le faire au niveau d'un atelier, au niveau d'une usine-école, mais pas à l'échelle d'une supply chain. Du coup, nous, on joue ça sous forme de Lego. Alors, on va partir d'un cas simpliste à souhait. Au départ, tout le monde rigole en se disant on devrait vraiment y arriver, c'est facile. On va assembler donc les Lego que vous voyez en haut à droite, avec donc une marque, une famille de produits, avec deux choix possibles offerts au client. Le client va pouvoir choisir s'il veut un véhicule qui est plutôt long ou plutôt court. Je pense que vous voyez ma souris voilà. Il va aussi pouvoir choisir s'il souhaite un véhicule qui est intégralement équipé sur l'ensemble de l'habitacle. C'est les véhicules qui sont plutôt sur la gauche. Et puis à droite, sinon, des logiques de plateau. Donc ça, c'est des variantes
le client est obligé de se prononcer sur ses choix. Puis ensuite, il y a des choix qui sont optionnels. Il peut ou pas monter une antenne, des crochets, des attaches accessoires. Et on est dans le cas hyper simple où il y en a 3 et à chaque fois, il y a un seul choix. Alors, bien sûr, on les fait réfléchir déjà sur la diversité qui est proposée ici. Mine de rien, on est déjà sur 32 références de produits finis qui sont potentiellement fabricables. Et derrière tout ça, on va scénariser en fait la mise en situation. Alors, la chaîne logistique, normalement, ça ressemble à ça. Vous retrouvez en bas les différents acteurs dont on parlait tout à l'heure. Nous, je vous ai dit, on va simuler l'usine qui assemble les véhicules, qui est donc Agiline, qui s'appuie en amont sur un réseau de fournisseurs de rang 1, 2, 3, avec une plateforme logistique Agilog qui regroupe donc tous les flux, et encore en amont, donc des fournisseurs, des équipementiers qu'on va appeler Agipart, Agigreen en fonction de la coloration qu'on veut donner au jeu. Et dans un premier temps, ce qu'on va vous présenter, c'est vraiment une vision du jeu assez simple où on ne joue qu'Agiline et Agilog. Alors, les étudiants vont être dans chaque entreprise dans une salle différente et chaque salle, en fait, représente une entreprise à part entière. Pour que vous puissiez, on va vous montrer un film rapidement pour que vous puissiez voir rapidement à quoi ça ressemble. Le jeu qu'on simule et ce que vous allez repérer, dans un premier temps, vous allez voir au début du film, il va y avoir un simulateur de marché qui est projeté à l'écran, qui représente donc toutes les demandes clients qui arrivent et qui sont enregistrées par l'entreprise qui fabrique le produit, qui s'appelle Agiline. Et donc, dans une salle qui va donc passer commande des pièces à la plateforme logistique, qui du coup va devoir organiser ses stocks pour être capable de réaliser les prélèvements, les préparations de commandes, suffisamment vite pour ensuite les expédier auprès de leurs clients, donc Agiline, l'entreprise qui assemble ces véhicules. Donc, vous voyez en bas à gauche ce qui représente en fait les quais de déchargement où on va venir déposer les pièces. Et puis ensuite, cette entreprise Agiline va devoir rentrer ses produits en stock et ensuite approvisionner les bords de ligne. Donc là, l'image qui vient d'apparaître, ça serait l'usine qui est en train de produire avec les différentes postes de travail. Vous retrouvez au fond l'image correspondant à la gestion des stocks et puis des stocks de matières premières et composants. Et puis à la fin, on met du contrôle qualité pour vérifier que le produit qui va être livré au client est bon. On ne joue pas le réseau de distribution, c'est-à-dire on ne joue pas, vous voyez ce qu'on voit tous à travers la grande distribution, les IKEA et consorts. Ça, on ne le joue pas, le client est juste à côté, donc le délai est extrêmement court. Il suffit, une fois qu'ils ont contrôlé le produit, de le livrer au client. On pourrait très bien jouer le réseau de distribution, mais ce n'est pas ce qu'on va vous présenter là. Voilà, alors ce que je vous propose, c'est de regarder à quoi ça ressemble sur une mise en œuvre vraiment très très simple. Voilà, alors vous voyez donc la commande client qui vient de tomber. Ce qui va se passer ici, on va pas être sur les tout premiers scénarios, on est déjà sur un scénario un peu plus élaboré, où ici, on va enregistrer au niveau d'Agiline la commande qui vient de tomber. Et puis ensuite, se pose la question de savoir, cette commande va être traduite en ordre de fabrication. Donc ce bout de papier, il va falloir qu'il le donne à quelqu'un. Mais à qui? Alors, il y aura toute une discussion autour de ça. Vous devinez ici les stocks de produits finis qui attendent parce qu'ils doivent être livrés à date chez le client. Et puis, vous voyez ici, ils se sont organisés sous forme d'une ligne d'assemblage. Et vous avez fait attention, il a donné le papier lors de fabrication. Ici, deuxième acteur, qui vient donc prélever un produit intermédiaire préassemblé qui est une base roulante standard pour finir de l'adapter et fabriquer à la fin le produit fini. Puis en amont, du coup, vous avez ici le premier poste qui travaille pour rapprovisionner en flux tiré ce stock intermédiaire. Alors, pour ceux qui sont coutumiers en fait un peu de ce type de sujet, on est sur une stratégie ici en assemble to order, c'est-à-dire avec une partie du process qui est fabriquée sur la base de la commande ferme du client. On sait pour qui on bosse, on sait pour qui on travaille, on sait ce qu'il veut très précisément. Et une autre partie qui travaille pour compléter un stock, où là, on est sur une production au fond anticipée. Voilà. Et puis ensuite, vous avez plein de questions qui se posent. Quelle est la taille qu'il faut donner ici à ces files d'attente?
Quelle est la taille qu'il faut donner au bord de ligne? Combien faut-il être sur les postes? Quelle répartition des tâches entre les différents acteurs? Comment on échange les informations? Quand est-ce qu'on doit savoir quoi produire et quand? Vous voyez, donc toutes ces questions sont amenées à se poser. Et là, ici, vous voyez un système qui tourne, mais vous en doutez, sur les premiers rangs, ça ne tourne pas de cette manière-là, aussi simplement. Alors, là aussi, pour ne pas être trop long, et juste pour imaginer, on va aller dans une autre salle, qui est la plateforme logistique. Voilà. Et donc là, dans l'autre salle, vous voyez ici, ils ont des stocks de kits avec des pièces pré-regroupées, prêtes au départ. Ici, ils reçoivent les commandes qui viennent de leur client, qui est Agile, une entreprise qui assemble les véhicules. Ils vont faire du contrôle qualité. Alors, vous devinez la balance ici, notamment, ils vont peser. Donc, se pose plein de questions de contrôle qualité. Qu'est-ce que je dois contrôler, quand, où, qui en a la responsabilité, qui contrôle que ces contrôles fonctionnent, etc., etc. Et puis ensuite, là, vous devinez, il vient de charger un camion. Le camion va partir et va être expédié. Voilà. Et puis là, ils ont des expéditions. Le camion est en train de partir, avec bien sûr l'information, pour l'instant, qui est sous forme papier, qui permet de piloter le flux physique. Voilà. Et il change de salle. Alors là, on est, vous avez compris, sur 2 salles qui sont en vis-à-vis. Mais bien évidemment, on pourrait gérer des chaînes logistiques plus complexes. Donc, on peut s'amuser à mettre des salles qui sont très éloignées, avec des escaliers, des trucs un peu tordus qui complexifient le flux, se poser la question de savoir quelles sont les répercussions. Sous-entendu, on ferait le parallèle avec un produit qui vient d'un fournisseur qui est juste à côté ou d'un produit qui viendrait d'un fournisseur sourcé à l'autre bout du monde. Voilà. Alors, ça, c'était pour imaginer un peu le type de mise en situation que l'on propose. Le mode d'apprentissage, peut-être maintenant, comment on anime ça. Alors, au début, on propose une situation qui est encore plus simple que celle qu'on vient de vous décrire. On leur propose de jouer ça. Alors, on dimensionne ensemble la mise en situation. Et on leur prouve qu'ils sont surcapacitaires à tous les niveaux. Ils sont trop nombreux. Et en plus, ils ont plus de temps que prévu, plutôt que nécessaire. Donc, a priori, ils sont dans une situation qui devrait être stable, facile à jouer. Quand ils jouent, en fait, ils se rendent compte qu'en fait, il y a énormément de variabilité et qu'il ne se passe absolument pas ce qu'ils avaient prévu. Il y a plein d'aléas. Donc, le but, ça va être rentrer ici dans une phase de résolution de problèmes. Identifier les problèmes, trouver les causes racines, proposer des solutions, les mettre en avant. Donc, on est vraiment sur une pédagogie ici par résolution de problèmes. Et puis, très vite, des problèmes, il y en a plein. Donc, il faut structurer ces problèmes. Donc, il va y avoir toute une pédagogie par projet. Ils vont se répartir les problèmes, ils vont constituer des équipes de travail et piloter un ensemble de projets. Et puis, bien sûr, c'est une pédagogie par l'action, du learning by doing, puisqu'en fait, ici, ils jouent, ils rencontrent des problèmes, et c'est face à ces problèmes qu'ils vont chercher, justement, dans leur bagage, on va dire, théorique, les outils qu'on a pu leur apporter pour les mettre en œuvre. Donc, en gros, il y a beaucoup de mise en pratique. Et ensuite, la théorie, elle a été vendue avant ou après, selon comment on veut utiliser le jeu. Alors, en termes de champ disciplinaire que cela permet d'aborder, c'est assez large. On peut parler d'excellence opérationnelle, de toyotisme, de lean management, selon comment vous voulez appeler. On peut aussi parler de tout ce qui est système de pilotage, de planification. On peut faire aller jusqu'au lien avec les ERP et tous les systèmes d'information qui vont permettre de piloter soit une entreprise, soit les liens entre les entreprises entre elles. Et puis tout ce qui a trait aux sciences de gestion. Il y a des problèmes de communication, de management au sens large, notamment, qui se posent. Et donc, bien sûr, on peut se servir de ces mises en situation pour créer des contextes qui amènent à une discussion autour de ça. Alors, le jeu est toujours scénarisé par run. Toujours un peu la même chose. Ce qui est central, c'est le run qu'on va jouer qui va durer à peu près une demi-heure. Avant ça, on leur présente la mise en situation. Ils réalisent l'implantation. Ils jouent. Ensuite, on mesure, on compte les points, on voit si ça a marché ou pas. On analyse ce qui s'est passé par rapport à ce qu'on aurait dû obtenir. On identifie les problèmes. On propose un plan d'action. Et hop, on repart ensuite sur un nouveau jeu
nouvelle mise en situation, ou on rejoue la même mise en situation selon les cas, et ainsi de suite. Et à chaque fois, on mesure les écarts. À chaque fois qu'ils sont arrivés donc, à une situation maîtrisée, donc à chaque fois qu'ici, ils ont franchi un gap et qu'à nouveau, ils sont sur une situation qu'ils maîtrisent, en fait, nous, on va recréer de la variabilité, mais toujours en jouant sur un facteur, la variabilité sur la demande. C'est-à-dire, on va partir sur un scénario de marché qui est un scénario idéal qui n'existe pas. Et petit à petit, on va rajouter la complexité qui fait qu'à la fin, on joue un marché qui est plus réaliste, avec des saisonnalités, des tendances à la hausse ou à la baisse, de la variabilité au sein des mêmes périodes de temps, que ce soit des semaines ou des mois, et ainsi de suite. Voilà. Et donc, à chaque fois, le lien avec les cours, il se fait soit par contextualisation, c'est-à-dire qu'ils ont des cours qu'ils ont déjà eus, et parce qu'ils jouent, ils voient à quoi ça sert, ou ils ont des cours qu'ils se rendent compte qu'il y a des trous dans la raquette. Et donc, ils sont demandeurs du cours, ils vont nous dire on ne sait pas faire. Et donc, on introduit au milieu de tout ça des apports théoriques. Sur la manière le positionnement dans la maquette en fait, de ce jeu, en master spécialisé, par exemple, on le positionne en début de cursus. C'est pour vendre tous les cours. Donc, à la fin, c'est voilà, vous avez vu la gestion des stocks, c'est tel cours, monsieur machin qui vous le présentera à tel moment. Tout ce qui est planification, c'est madame Intel qui interviendra à tout moment. Vous voyez, et par contre, on fait tourner la chaîne logistique simplement avec les mains. On ne rentre pas du tout dans les détails du calcul. Ou on peut l'utiliser, nous, aux arts et métiers, on l'utilise en deuxième année, en phase un peu transitoire. On peut l'utiliser aussi en phase finale, une fois qu'on a réalisé tous les apports théoriques. Voilà. Après, je vais vite sur le reste, peut-être sur tous les documents qu'on donne. Alors, ce qui est important peut-être de noter, c'est que là, vous retrouvez en fait la disposition de jeu. Ce qui est un peu particulier sur ce jeu, c'est qu'ils ont tous un rôle différent. Par exemple, il y en a un qui va jouer le rôle du client ou des clients. Ensuite, au sein de l'entreprise Agiline, il va y avoir un responsable financier, un responsable des appros, un gestionnaire des stocks, un responsable de prod, un chef d'équipe, des opérateurs, un contrôleur qualité, et ainsi de suite. Je ne passe pas tous les rôles, mais en fait, il y a certains de ces métiers qui sont des métiers sur lesquels ils vont devoir se positionner. Et là aussi, on joue un scénario au début où on les amène à dire qu'en fait, les rôles métiers pour lesquels on fait des propositions d'offres, de stages ou d'embauche, en fait, ils vont dire que ça ne sert à rien. Alors, c'est un peu fou. Ils arrivent à dire qu'en fait, il n'y a pas besoin de responsable de prod parfois. Donc, il n'y a pas besoin de gestionnaire. Et puis, petit à petit, on leur fait redécouvrir. Ils rencontrent des problèmes qui font qu'ils recréent en fait ces postes. Et donc, ils comprennent vraiment pourquoi ces postes ont du sens et à quoi ils servent. Ils voient aussi les écueils, en fait. Pourquoi on peut très bien être sur une fonction dans une entreprise et ne pas avoir intérêt à la faire évoluer. C'est très, très paradoxal, mais c'est-à-dire si on fait bien, on peut avoir peur, si on fait bien son boulot, de voir son poste supprimé. C'est tout bête, mais le principal intérêt de ce jeu, c'est de répondre à pourquoi on fait comme ça et à quoi ça sert. Voilà, alors là, vous avez des exemples sur les premiers runs de ce qui va se passer, sans commenter tous les exemples, parce qu'il y a tout un tas d'indicateurs ensuite que ça permet de générer. Vous avez par exemple, ici, on joue une trentaine de minutes. Vous avez la première commande, quand elle est en rouge, c'est qu'elle n'a pas été livrée. Et ici, vous avez le retard. Donc, vous voyez qu'en fait, rien n'a été livré et tout est en retard. Derrière, il va y avoir des pénalités, ça va poser des problèmes financiers. Puis surtout, en fait, on vous a rappelé ici une image de ce à quoi doit ressembler le véhicule, et puis différents exemples de véhicules qui nous sont fournis lors du premier run. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent même pas à assembler en fait, le véhicule. Donc, se pose aussi, c'est une prise de conscience. C'est que ce véhicule, si je l'assemblais tout seul, j'y arriverais, ça serait facile. Mais le fait d'être plusieurs dans différentes entreprises, ça crée une vraie complexité. Voilà, alors, de fil en aiguille, de run en run, tout ça s'améliore. Je passe vite pour qu'on puisse échanger autour de ça par la suite. Mais on suit aussi les résultats financiers. Et donc, en fin de trimestre, on va simuler
le lien avec le rapport avec les actionnaires, ceux qui ont financé l'activité. Et au début, c'est pas bon. Et on leur met une pression d'enfer. Alors, ils ont une pression d'enfer des clients et des actionnaires. Et ça crée beaucoup de chamboulements, de chambardements, de tensions entre eux. Donc, c'est très important à la fin de chaque run de marquer la pause. On applaudit, c'est fini. On s'est engueulé. Ça a été chaud. Ça m'est même arrivé qu'en fait, je suis amené à prendre deux responsables de deux entités qui s'échauffaient un peu pour les prendre dans mon bureau pour dire hey, oh, stop, c'est un jeu, c'est rien, on se calme. Voilà. Par contre, alors, du coup, vous en doutez, dans les avantages que ça a derrière, si je passe plutôt au REX ici, pour les apprenants, ben, on a un avantage terrible, c'est que on a une implication généralement des étudiants qui est très très forte. Autre chose, ils apprennent en faisant. Et ça, ben, quand on fait, on retient mieux que lorsqu'on lit ou qu'on écoute. Ce que je disais tout à l'heure, on va surtout se poser la question de pourquoi on fait ça, à quoi ça sert, quel sera mon rôle aussi sur certains postes plus tard. Là, Florian en dira un mot aussi, ça appelle à plein de créativité pour repenser certains modes organisationnels. Et puis, bien sûr, c'est une approche qui est centrée sur les besoins des étudiants. C'est la mise en situation qui les amène à dire on a besoin de tel ou tel outil. Voilà, dans les points peut-être un peu plus complexes, en fait, il y a un vrai sujet autour de l'évaluation. C'est loin d'être simple. C'est beaucoup plus confortable de faire une évaluation standard sur un cours classique. Alors c'est juste comme ça, mais dans les messages forts qui passent, ce n'est pas uniquement des compétences qu'on évolue. Parfois, c'est des prises de conscience. Et une prise de conscience, ça vaut très cher. Parfois, je ne sais pas que je ne sais pas. Et le fait de savoir que je ne sais pas, ça a une vraie valeur. Et ça, en fait, évaluer ça, c'est hyper complexe. Il y a un autre problème, c'est qu'ils ont tous des rôles différents. Et donc, ils ont un niveau de maîtrise sur chacune des compétences qu'on aborde qui est différente naturellement. C'est un peu la vie d'une entreprise, c'est normal. Alors, comment on évalue et à quel niveau? C'est loin d'être simple. Quand derrière, il faut quand même essayer d'avoir à la fois une évaluation qui est harmonisée, mais qui en plus est individualisée. Voilà, et puis ce qui n'est pas toujours simple aussi, du coup, c'est lié à ce qu'on vient de dire, c'est la capitalisation des connaissances en groupe. Donc là aussi, il y a un vrai sujet. Donc ça peut être intéressant d'ailleurs, si vous avez d'autres pratiques, d'échanger. Nous, on est preneurs en fait des bonnes idées à ce niveau-là. Voilà, après, donc, on a essayé avec Florian de faire le lien aussi sur les avantages et les inconvénients pour les formateurs. Florian, tu veux peut-être présenter cette partie-là ou comme Oui, volontiers. Alors, c'est vrai que côté formateur, c'est très agréable. C'est-à-dire qu'on a vraiment une relation qui se crée avec les étudiants du fait de leurs fortes implications, de leurs questions. On peut avoir le même cours et en fait deux groupes totalement différents. Donc, on a une diversité à la fois des questions, des besoins à satisfaire, mais aussi des situations qui émergent. Euh, pour nous, en tant que formateurs, c'est à chaque fois un bonheur de réapprendre, de se réapproprier le sujet ou de se réapproprier la manière dont on va communiquer les messages. Et puis, voilà, faire évoluer par rapport aux évolutions des industriels. Et on a toujours des étudiants qui sont ravis de la démarche, des approches. À la fin, enfin, le taux de satisfaction est quand même très élevé. Par contre, du coup, les points de vigilance que ça peut générer, c'est que il y a une barrière à l'entrée dans l'appropriation du jeu qui est importante. Donc, entre nous, on passe du temps à s'observer, à se challenger, mais si on veut le donner clé en main à un collègue, c'est extrêmement dur à s'approprier à la fois le jeu et l'apport des éléments théoriques. Ça demande aussi une énergie dingue parce que il faut être sur tous les fronts. Il y a 24 étudiants, ils ont tous plus ou moins des questions.
Comme dit précédemment, il y a une diversité des questions qui amènent aussi à être un peu, un peu bon sur tout. Mais ça permet aussi d'avoir une humilité vis-à-vis des étudiants sur le sujet, de dire que finalement, on ne sait pas tout sur tout, on reviendra vers eux avec des éléments de réponse. Mais voilà, enfin, tout ça peut demander énormément d'énergie, énormément de temps pour vraiment laisser, on va dire, les étudiants, s'approprier les situations et la complexité des situations, et deux, finalement, laisser aussi les étudiants créer de nouvelles choses. Parce qu'on peut guider aussi la création ou la résolution des aléas qu'ils rencontrent, mais pour des soucis d'apprentissage, on peut aussi le laisser durer, et ça peut du coup prendre plus que les heures, on va dire, allouées. Il y a une forte part d'inconnu. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on démarre le jeu, nous, on est conscient de ce qu'on a construit, de la logique pédagogique, de l'évolution en termes de complexité, mais ça laisse quand même place à énormément de choses. Certains vont voir le sujet d'un point de vue purement technique, de l'autre vont le voir plutôt sur des aspects communicationnels, voilà, ou de travail en équipe. Donc en fait, il y a à chaque fois une sorte de saut dans l'inconnu qui s'opère en fonction des groupes qu'on a en face. On peut aussi facilement dériver en fonction des besoins des étudiants, en fonction des situations aussi. Certaines situations peuvent être parce que les étudiants sont impliqués, très émotives. Même si on leur rappelle sans cesse que c'est un jeu, ils se prennent au jeu. Et on peut avoir des conflits aussi à gérer, et des éléments comme ça qui font que parfois, on va dériver des objectifs qu'on avait fixés au départ. Donc, il faut aussi une certaine agilité par rapport à ça. Mais en tout cas, les avantages sont tellement grands que ça contrebalance, en tout cas, pour le formateur, ces points de vigilance à avoir. Voilà. Alors, ça aussi, ça fait peut-être partie des questions sur lesquelles on pourra revenir si ça intéresse certains d'entre vous. C'est qu'en fait, il y a différentes manières de mettre en œuvre le jeu, de manière plus ou moins cadrée. En fait, on peut laisser beaucoup de liberté aux étudiants, et dans ce cas-là, il y a ce que disait Florian, il y a des risques de dérive. Ou à l'inverse, on peut être beaucoup plus directif. Hop. Pour juste terminer, parce que le temps avance, c'est juste vous dire qu'en fait, il y a plein de cas de figure. On a testé plein de cas de figure d'applications pour aborder plein de sujets différents. Donc là, on vous en a mis certains. Donc ce qui est central, bien sûr, c'est le jeu, ce pourquoi il a été conçu au départ, c'est la structuration d'une supply chain et son pilotage. On aborde aussi des problématiques liées au Lean and Green. On introduit aussi des problématiques liées à l'industrie 4.0. On gère beaucoup aussi des sujets liés à la customisation des produits, ce qui est, voilà, qui est fort dans le sud-est de la France avec certains acteurs comme Airbus Hélicoptère, par exemple. Voilà, et puis Florian, toi, tu as... Oui, Tu as en plus de ça, on a développé voilà, d'autres applications, et par rapport à cette liberté qu'on peut donner à certains groupes, il y a une approche autour de la résolution de problèmes complexes et du management stratégique, où en fait on a des longs temps de débriefing et de préparation des chantiers d'amélioration entre chaque run, qui font qui passent énormément de temps à caractériser le problème, la nature du problème, et en tout cas sa complexité. Donc on part en général d'un un écart qui est du point de vue du client, un taux de qualité qui n'est pas celui attendu, un taux de service qui n'est pas celui attendu, et puis ensuite on décompose finalement cet écart en termes de causes, racines, et on va s'attacher à chaque run à tester en fait des hypothèses et tester des actions qui vont tenter de répondre à ces causes racines, et à la fin, on leur présente du coup l'ensemble capitalisé de toutes leurs actions qui leur permettrait au cas où de reproduire si besoin dans un autre contexte. On peut aussi s'intéresser au comportement des individus, en particulier lors de l'introduction de nouveaux modes d'organisation. Donc on peut avoir un focus vraiment sur la dynamique de groupe, sur les comportements et la relation qu'ont chacun des acteurs vis-à-vis de ces comportements, enfin vis-à-vis de ces comportements. Et puis le dernier cas de figure aussi, c'est le passage
de la phase prototypage à la phase industrialisation et production. Donc, on leur donne un outil, enfin, en tout cas un modèle, un prototype qui avait été défini suivant un cahier des charges établi. On leur demande déjà de reproduire exactement ce qui a été demandé, de voir comment se sourcer, et puis ensuite, comment on passe de ce produit-là à des gammes opératoires, à des nomenclatures, pour ensuite faire toute la phase amont du jeu, c'est-à-dire la construction, on va dire, de l'outil industriel. Voilà, alors on a déjà été trop bavard, donc merci pour votre écoute, et puis s'il y a des questions, c'est un plaisir d'y répondre. Et voilà, c'est terminé pour la présentation globale. Je précise que vous pouvez nous rejoindre en live si vous souhaitez également participer aux échanges qui sont en général passionnants et permettent d'aller beaucoup plus loin. Nous organisons également un after show qui permet d'échanger encore plus librement après le webinaire. N'hésitez pas, pour rappel, à nous rejoindre sur le serveur Discord de la communauté et à vous inscrire sur la newsletter, voire sur le site de la cartographie des talents pédagogiques. Enfin, vous pouvez évidemment liker cette vidéo pour un meilleur référencement et la faire suivre sur vos réseaux sociaux préférés. C'était Julien Maurice, animateur de la communauté des talents pédagogiques, et je vous dis à très bientôt pour un nouveau webinaire.